Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podium. Ça fait effectivement un moment qu'on ne s'est pas entendu. Jérôme, je regardais le précédent épisode en faisant l'intro de ce Podium et je vois que le dernier date d'il y a 9 mois. On avait fait ça en fin 2024 avec Xavier Degros, si tu t'en souviens. On avait eu un Ouais, Podium super intéressant justement. C'était je vais pas dire les débuts de l'IA, mais les débuts de l'IA dans le marketing vraiment avec ChatGPT. Donc on avait fait un gros sujet là-dessus où on tirait un peu des plans sur la comète avec Xavier de comment ça allait devenir, de ce que ça allait donner et compagnie. Et bien maintenant on est fin septembre 2025, on est en plein dedans, toi et moi. Et du coup, bah, on va essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé sur ces 9 mois et reprendre ce podium de la meilleure des manières. Donc pour rappel, pour ceux qui nous connaissent, bah, ils savent, et pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, podium, on prend 3 sujets, 3 topics ou 3 actualités qu'on va classer et dont on va parler aujourd'hui. Et l'origine de ce podium et de ce podcast, c'était quoi? On a Jérôme qui est monsieur Paid Social, monsieur Meta pour les intimes. On a moi qui suis plutôt monsieur Google. Et donc, on échangeait un peu les nouveautés du marketing par rapport à Google, par rapport à Meta. Et dans le même temps, bah, comme l'IA est arrivé et qu'avec Jérôme, on s'est mis vraiment dedans, on a un peu transitionné, nous aussi, vers tout ce qui est IA et tout ce qui est IA pour le marketing de performance notamment. Et donc voilà, Jérôme, on est un peu dans le même bateau là pour le moment. Donc il n'y a plus de Monsieur Meta et de Monsieur Google. On est messieurs. On ne va pas s'appeler Messieurs IA, bien entendu, mais on oriente là-dessus tout doucement pour le marketing. oui, mais après, voilà, ça reste, hein, les campagnes continuent à tourner sur les plateformes. Donc, prétendre qu'on a une maîtrise de l'IA, je pense que on est très loin de ça. Par contre, effectivement, on vous joue un peu avec des outils, on voit un petit peu les plateformes dans leurs évolutions. Et donc, ça va être un peu nos 3 sujets du jour, hein. Donc, on verra d'abord un premier focus méta, voir un petit peu comment la plateforme fonctionne, évolue avec tout ce qui est IA, donc tout ce qui peut être fait maintenant avec tout ce qui est intelligence artificielle. Mais tu nous feras la même chose au niveau de Google. Et donc l'avantage, effectivement, comme tu disais en intro, c'est que ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu, qu'on n'a pas échangé. Et donc c'est intéressant de voir comment les plateformes évoluent aussi entre ce qui était le cas, ce qui était la vérité au début de l'année et ce qui est maintenant avec toute l'accélération qui peut se passer sur certains sujets. Ben, ça va être intéressant de voir ces différents points. Et le troisième sujet qu'on abordera, c'est un petit peu tout ce qui est workflow, donc tout ce qui est un petit peu automatisation générée par l'IA, mais justement pour créer des campagnes, pour gérer des campagnes, pour optimiser, pour analyser. Donc il y a du pain sur la planche. On va le faire un petit peu high level aujourd'hui en venant rapidement brosser quelques innovations et quelques transformations. Mais on reviendra par la suite dans les autres épisodes avec, je ne vais pas dire qu'aujourd'hui il n'y a pas du concret, mais avec des choses un petit peu plus consistante. Mais donc voilà, c'est le principe de Podium, hein, c'est qu'il y a des moments où c'est très high level et de plus c'est plus de générer de la notoriété sur certains sujets. Et puis de temps en temps, on plonge vraiment dans d'autres choses qui sont un petit peu plus conséquentes. Mais pour aujourd'hui, on va juste, en tout cas, brosser un petit peu les nouveautés qui se sont passées durant les 9 derniers mois. Puisqu'on disait ici dans Podium, et ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on prend un peu toujours Jérôme notre bâton de pèlerin et on va voir les nouveautés dans les différentes plateformes et on va voir un peu ce qui s'y passe pour donner une lecture, bah, comme on dit toujours, aux marketing managers et aux décideurs qui nous écoutent. C'est très difficile aujourd'hui de rester à jour sur tout et bah, tu peux en témoigner, hein, Jérôme, il y a une grosse FOMO pour le moment on va voir sur LinkedIn, voir ce qui passe, les dernières nouveautés et compagnie. Et nous, on essaye justement d'aller faire ça pour vous, d'aller voir ces nouvelles plateformes, ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils et de vous donner une analyse objective de ces outils et de ces choses-là pour que on puisse vous condenser l'info et essayer de tempérer un peu cette FOMO globale qu'il y a maintenant et qui est extrapolée avec l'IA. Bah écoute, Jérôme, si tu permets, on va commencer avec la partie Google. Donc dans les derniers épisodes, je faisais déjà référence au fait que Google automatisait beaucoup de choses, automatisait le bidding, automatisait la création de campagnes. Bah, ça a été que de manière exponentielle, hein, comme vous le savez tous. Bah, Google se faisait un peu challenger par les IA à ce moment-là, c'est-à-dire bah, les gens commençaient à chercher sur ChatGPT et moins sur Google. Bah, du coup, Google ne s'est pas évidemment laissé faire. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé sur les 9 derniers mois? La plus grosse nouveauté au niveau de Google, ça va être ce qu'on appelle Google AI Overview. Donc Google AI Overview, c'est la réponse générée par l'IA Google quand vous recherchez quelque chose sur Google. Donc vous savez très bien qu'avant, vous faisiez une recherche sur Google, vous alliez avoir des ads payantes et ensuite des résultats organiques, parfois quelques snippets qui pouvaient être là, mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer dans la majorité des recherches? Quand vous cherchez quelque chose sur Google, vous allez avoir une réponse générée qui va arriver en tout premier.
Ça, c'est la version IA de Google. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas encore de publicité dans ce AI Overview. D'accord? C'est vraiment l'IA de Google qui va faire un mélange de différentes pages et de différents résultats de recherche pour vous donner la réponse sans que vous ayez à cliquer, mais il n'y a pas encore d'ads là-dedans. Par contre, ça va arriver dans le futur. Donc Google est en train de développer et de lancer tout doucement ce qu'ils appellent Google AI Mode. Donc Google AI Mode, ça va être un chat GPT version Google, purement et simplement. Vous allez pouvoir faire des recherches et tous les résultats que vous trouverez seront des résultats qui seront générés par l'IA de Google. Et ça arrivera. Et il est tout à fait logique qu'à un moment donné, Google va devoir monétiser ça parce que, bah, il faut le rappeler, Google gagne de l'argent quand vous cliquez sur un lien et que le publicitaire qui a placé cet ad, bah, paye du coup pour être à cet endroit-là et recevoir ce clic. Ce qui se passe aujourd'hui, et on le voit, c'est que les utilisateurs sur Google cliquent de moins en moins. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que si vous posez une question sur Google et que vous avez la réponse qui apparaît là, vous n'avez pas besoin de cliquer nécessairement vu que vous avez la réponse. Et donc moins de clics, bah, ça veut dire moins de revenus pour Google. Et donc du coup, à un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent une solution par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment la grosse news au niveau de Google. Donc AI Overview qui génère des réponses et AI Mode qui va arriver, qui sera une espèce de chat GPT version Google. Et donc nous, ce qu'on attend de voir, c'est comment est-ce que Google va monétiser cet espace et comment bah, les publicitaires vont pouvoir placer leurs ads ou placer leurs liens ou placer leurs citations dans ces résultats de recherche. Donc ça, c'est vraiment le gros chamboulement. On savait que ça allait arriver, on savait que les IA et ChatGPT allaient un peu disrupter Google et qu'ils devraient se repositionner. C'est chose faite. Et donc, voilà, va falloir voir comment ça évolue. Ça, c'est pour le contexte global au niveau de Google. Qu'est-ce qui se passe d'autre à l'intérieur des plateformes? Il n'y a pas d'énormes nouveautés en termes de type de campagne. Je pense qu'à l'époque, on en parlait déjà, Jérôme, il y avait déjà l'arrivée des campagnes Performance Max, qui étaient des campagnes très, très automatisées, où vous mettiez vos photos, vos vidéos et vos annonces textuelles. Et Google lui-même allait décider de se placer sur YouTube, sur Display, sur les résultats de recherche, sur les mots-clés, avec finalement peu de leviers pour optimiser ces campagnes-là. Donc ça, c'était la grosse nouveauté à l'époque. Google a lancé au sein de Google Ads, donc dans sa plateforme publicitaire, un nouveau type de campagne qui s'appelle AI Max. Donc AI Max, qu'est-ce que c'est? Ce sont des campagnes search très 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 larges. C'est-à-dire que quand vous allez avoir une campagne search sur laquelle vous vous positionnez sur des mots-clés, si vous allez activer cette option AI Max, qu'est-ce que Google va pouvoir faire? Ben, il va pouvoir aller beaucoup plus loin que les mots-clés que vous avez mis dans votre campagne. Il va pouvoir s'afficher sur un tas de trucs complémentaires et supplémentaires qui lui paraissent intéressants pour amener de la conversion, et il va pouvoir générer vos ads lui-même et il va pouvoir décider vers quelle page de votre site il va envoyer l'utilisateur et le clic. Donc c'est comme si vous aviez, si vous voulez, 1 million de mots-clés potentiels sur lesquels vous allez pouvoir vous afficher et 1 million de variations d'ads et de landing page sur lesquelles Google peut envoyer votre trafic. Donc effectivement, là, ce qui se passe, bah, c'est qu'on a beaucoup moins de contrôle et c'est parfois ce qui embête un peu les marques aujourd'hui, Jérôme, c'est qu'il y a plus trop de contrôle sur les mots-clés sur lesquels on se positionne et sur les annonces qu'on rédige, vu que c'est un peu Google qui décide des annonces. Et tu sais que pour beaucoup de grosses marques, c'est important de contrôler justement bah, ce qu'on dit dans les messages par rapport aux brand guidelines, c'est très important. Ici, c'était un peu moins le cas, donc c'est un petit peu le bas qui blesse à ce niveau-là. Les tests qu'on a menés jusqu'à présent, ça fonctionne à condition d'avoir beaucoup de budget, d'avoir beaucoup de data de conversion et de vraiment laisser faire l'algorithme. Et donc, c'est pas à la portée de tous. Si on a des petites campagnes, si on a des campagnes qui sont très précises, sur des thématiques très précises, ça fonctionne pas tant que ça, c'est beaucoup trop large. Mais sur certains comptes, j'ai vu, Jérôme, des performances qui étaient, meilleures que quand on gérait les campagnes à la main, donc ça, c'est intéressant de le mentionner. Mais voilà, encore une fois, c'est pas pour tout le monde. C'est comme pour Performance Max à l'époque, c'est pas pour tout le monde. Donc le conseil à retenir aujourd'hui, on peut le tester, parce qu'effectivement, il faut tester les nouveautés. Tu te souviens, on était toujours beaucoup à critiquer Pmax à la base. Oui, Pmax c'est trop large, c'est une black box. Et aujourd'hui, bah, je vois que beaucoup d'agences et beaucoup de gens finalement utilisent Pmax. À l'époque, les résultats n'étaient pas bons. Maintenant, ils ont des résultats qui sont aussi bons, voire meilleurs que les campagnes classiques faites à la main, en plus du fait de gagner du temps. Donc c'est quand même assez intéressant. Mais comme je le mentionnais, il faut faire attention aux brand guidelines. Certaines marques n'accepteront pas d'avoir des copies qui soient générées par l'IA. Et donc ça, voilà, faut un peu régler faut un peu piloter cette black box. Mais voilà, ça c'est la grosse nouveauté qui donne finalement encore un peu plus la mainmise à l'outil de faire un peu ce qu'il veut, avec comme conclusion, si tu veux, Jérôme, que Google te promet plus de conversions, plus de leads, plus de ventes. Laissez-nous faire, on s'occupe de tout, branchez la carte et tout va bien se passer.
Dans certains cas, ça marche, dans certains cas, ça marche moins bien. Donc voilà, ça c'était les je vais me limiter à ça, les 2 grosses news de ces 9 mois écoulés. Je te passe le micro Jérôme pour avoir ton avis là-dessus. Oui, bah, écoute, c'est une magnifique transition avec, ce qui arrive pour Meta. On est un peu dans du copier-coller, hein, dans les différentes plateformes. On le voit avec l'éruption de tout ce qui est IA. Mais donc récemment, on a eu notre ami Mark Zuckerberg qui avait fait 2 sorties dans les 2 sorties médiatiques. Je pense une fin de l'année dernière et une, plus récente. Et en fait, il part un peu en guerre contre les agences. Donc son idée, en fait, c'est de, retirer, bah, du pouvoir au niveau des gens qui maîtrisent les plateformes. Quand j'ai une maîtrise des plateformes, tu as des techniciens qui vont effectivement créer des campagnes, ou des gens auprès des marques, tu vois, qui vont vraiment créer des campagnes avec des setups hyper complexes. Mais de se dire, en fait, la plateforme est devenue suffisamment intelligente, a suffisamment appris avec toutes les datas qu'ils ont en historique, pour qu'en fait, on puisse avoir des choses qui soient très simples. En tout cas, simplistes dans l'approche. Et donc, dans la tête de Mark Zuckerberg, c'est de se dire, une marque, quand elle va venir chez nous, elle va nous préciser son objectif, son budget, tout le reste, ils doivent plus s'en soucier. La plateforme va être capable elle-même de aller vers une page en particulier. Toi, l'exemple que tu mentionnais avec la partie AI Max, elle va être capable de créer des visuels. Et donc, on a déjà maintenant, effectivement, dans la plateforme, de plus en plus des outils pour prompter. Et donc, soit tu promptes de zéro, soit tu viens uploader une image et Meta va être capable de changer des fonds, de changer les backgrounds, de refaire d'autres variations. Donc, tu peux faire ça à l'envie. Tu peux aussi créer du copy. Et donc, tu peux avoir soit du support AI, soit il le fait tout seul. Et donc, on voit qu'on arrive de plus en plus dans une transition au niveau de la plateforme. Et ici, honnêtement, bah, la plateforme décide. Donc, même si vous voulez garder le contrôle, qui est un autre point que tu mettais en avant juste un petit peu avant ton intervention, bah, ce côté garder le contrôle, ça devient de plus en plus complexe. On a de plus en plus de paramètres qui viennent automatiser, qui viennent élargir le scope du ciblage. Et donc, vous avez beau vous dire, bah, moi, ce que je veux cibler, ce sont les gens qui habitent à un endroit précis, qui ont tel âge, qui ont tels intérêts, qui ont tel comportement, qui ont plein de paramètres. Meta se permet de faire de l'expansion d'audience, donc une série de paramètres qu'on va appeler de l'advantage plus. Donc le plus se réfère à tout ce qui est IA, machine learning. Et donc Meta va se dire, OK, mais c'est gentil, les paramètres que vous m'avez donnés, mais tout ce que vous m'avez donné, je le considère comme étant des signaux de base, comme étant des intentions. Mais on va se permettre, nous, de par la connaissance qu'on a du marché, de par l'extrapolation qu'on peut faire, d'aller plus loin, d'aller toucher d'autres personnes qui en fait étaient aussi intéressées par votre produit, mais ce que vous auriez fait juste de votre propre initiative aurait été restrictif. Ben, on se permet, en allant l'afficher à d'autres personnes, d'augmenter le nombre de conversions, d'augmenter la visibilité. Et donc voilà, on est vraiment ici dans cette évolution de la plateforme. Et quand vous avez le CEO d'une boîte qui vous dit, qui vous le redit, et qui vous le redira à mon avis d'ici la fin d'année et début de l'année prochaine, on pourrait s'attendre, et je dis pas que c'est une certitude à 100%, mais on pourrait s'attendre à effectivement à voir un certain nombre d'options tomber, ou en tout cas une série de paramètres qui ne seront plus dans nos mains. Et quand je dis nous, mais c'est des personnes qui vont créer des campagnes, que ce soit côté agence, que ce soit côté annonceur, avec un pilotage automatique de plus en plus grand au niveau des campagnes. Ce qui rejoint un des points que tu avais, qui était la crainte on va dire, de contrôle, mais le côté black box, de se dire en fait, par rapport à la promesse de résultat, est-ce que les résultats qui sont générés sont et restent qualitatifs? Est-ce qu'on n'est pas occupé à générer plus de bruit pour avoir in fine peut-être du résultat, mais au détriment de la performance dans sa globalité? Ce que j'avais déjà eu par le passé sur certaines campagnes où effectivement bah, Meta vous délivre du résultat et donc vous allez vous dire bah, c'est génial, avec 100% de mon budget j'ai beaucoup plus de résultats, sauf qu'il le fait sur des critères par exemple d'âge qui sont moins pertinents pour vous. Et donc, on va aller sur des 65 plus, parce qu'au niveau de l'inventaire, c'est très facile de toucher ces gens-là. Donc, ça vous fait du volume, ça vous fait du chiffre. Vous allez vous dire, bah, c'est top cette nouvelle fonctionnalité, mon coût par résultat a tendance à diminuer, et donc à budget équivalent, je vais toucher plus de personnes. Mais est-ce que pour autant, les résultats sont qualitatifs? À prendre avec des pincettes. Et ben, un petit peu dans le même trajet que tu avais sur le PMAX, on se rend compte que la plateforme devient de plus en plus intelligente, de plus en plus capable. Et donc, quand vous mettez des visuels français, néerlandais ou des visuels qui sont plutôt destinés aux hommes, aux femmes, on voit qu'ils commencent à faire de l'attribution de plus en plus fine. Et donc, dans l'évolution, un petit peu comme au début de l'AI, quand elle est prompter des images,
tu avais 6 doigts, tu avais 3 yeux, tu avais des choses qui n'allaient pas au niveau des détails, je ne vais pas dire en finesse, mais au niveau visuel. On se rend compte ici que la plateforme apprend de plus en plus et de plus en plus capable. Et donc, à voir quelles sont les prochaines étapes entre ce que Mark Zuckerberg nous annonce et ce qui est dans les plateformes, à partir de quel moment, de quel horizon ça va se concrétiser. Ici, on va se revoir plus souvent que tous les 9 mois, mais effectivement, on peut se dire qu'on est au mois de septembre, fin septembre. Qu'est-ce qui arrivera et à partir de quel moment on aura un changement majeur à voir, mais en tout cas, le changement est en cours et on sent bien qu'effectivement les choses changent, que ce soit au niveau de Meta, que ce soit au niveau de Google. Le principe de l'automatisation est là et en force, et on ne reviendra pas en arrière. Ouais, est-ce que tu dis que, notre ami Marc s'attaque un peu aux agences et je pense pas qu'il s'attaque qu'aux agences. Je sais pas cette année, mais j'ai l'impression qu'il s'attaque un peu à tout le monde et je voyais ce matin un article pour rebondir sur ce que tu dis, où il mentionnait que, c'était un article ou un podcast où il mentionnait que dans les 2 à 3 ans qui viennent, la plateforme serait capable elle-même de générer du contenu, de type créateur. Et donc la question, c'est de se dire, OK, est-ce qu'il veut pas concurrencer aussi ses créateurs? Donc j'ai l'impression qu'il tire un peu tout horizon et on verra ce qu'il va faire. Mais voilà, c'est sûr que cette automatisation est galopante et comme tu le dis, ce qu'il faut leur laisser à Google et Meta, c'est qu'ils ont la data. Ils ont la data depuis des années. Et donc, même nous, hein, je pense, toi et moi, on a été assez réfractaires au départ de dire non, non, on veut garder le contrôle, on veut piloter le navire avec nos personas, nos petites créas par persona, nos audiences et compagnie. Et puis au final, tant dans Google que dans Meta, on se rend compte parfois qu'avec un bon tracking de conversion, eh ben, quand tu laisses une campagne en full auto, en Advantage Plus, pour autant que la marque l'accepte, les résultats sont pas mauvais. Et après, c'est du pilotage, c'est comme tu disais, voilà, une audience qui finalement est 65 plus, qui convertit bien, mais qui derrière n'achète pas le produit. À nous de donner ces signaux à la machine pour qu'elle se réoriente. Mais non, ils sont devenus vraiment très très forts à ce niveau-là. Ça me permet d'embrayer, Jérôme, sur le sujet final de ce podium aujourd'hui. Comme on le mentionne autant dans Google que Meta, la partie optimisation des campagnes, ciblage et aller chercher les bonnes personnes, de plus en plus automatisée. Donc finalement, qu'est-ce qui nous reste et qu'est-ce que nous, on va pouvoir faire avec l'IA aujourd'hui pour gérer nos campagnes de marketing? On va pouvoir faire plusieurs choses. On va pouvoir notamment utiliser l'IA pour faire le setup de nos campagnes. On va pouvoir utiliser l'IA pour, comme tu disais, générer du copy, rechercher des mots-clés pour générer des images ou des vidéos pour nos pubs. Mais ce qu'on va pouvoir faire derrière aussi, c'est qu'on va pouvoir utiliser cette IA pour analyser les performances de nos campagnes. Et donc, je voudrais juste faire un petit tour d'horizon avec toi aujourd'hui et se dire, voilà, en tant que senior media buyer expert en méta, qu'est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais avec l'IA dans ton day-to-day? Parce que je pense que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens. Tu sais, on parle d'IA, on parle d'adoption, mais finalement, on ne sait pas trop ce que chacun fait. Il y a beaucoup de nouveaux outils, il y a beaucoup de choses sur LinkedIn. Et je voudrais juste qu'on fasse un petit tour, toi pour la partie Meta et moi pour la partie Google, de qu'est-ce qu'on utilise, nous, aujourd'hui, dans notre day-to-day pour donner un peu une idée aux gens de ce qui est possible. Bah, à mon avis, on va arriver sur grosso modo les mêmes outils, hein. Donc juste pour remettre le contexte, au niveau de ce que je vais faire comme intervention, c'est tout sauf la création de contenu. Donc tout ce qui est générer des visuels, générer des textes, généralement c'est des choses que je reçois de la part du client, de la part de l'agence, de la part du prestataire, peu importe. Peu importe, je dirais, la manière dont ça a été généré, on voit de plus en plus effectivement la plupart des gens qui utilisent l'IA pour générer des copies, en tout cas pour avoir des inspirations. Et ça, je pense que c'est devenu un comportement qui est standard, qui est commun. On pourra à l'occasion effectivement faire un focus sur les plateformes qui permettent de le générer. On est moins là-dedans, effectivement, pour le moment. Ici, moi, c'est plus effectivement des outils d'automatisation qui me permettent de générer des reporting, qui me permettent de générer des mises en place de campagnes, qui me permettent d'avoir des alertes effectivement quand il y a des choses inhabituelles qui se passent au niveau de la campagne. Et donc, ces outils d'automatisation, celui que j'utilise le plus s'appelle Markifact, donc markifact.com. Outil intéressant, donc il fonctionne avec des crédits. Et donc, en fonction des actions qu'on va établir, on a des crédits qui sont consommés. On a une version gratuite qui est limitative, je pense, à 200 crédits, et une version payante qui coûte quand même relativement cher, je trouve, en termes d'abonnement mensuel. Je pense qu'on est à 50 euros pour 2000 crédits, si je dis pas de bêtises. Mais qui permet de soit aller utiliser des templates qui sont déjà sur la plateforme. Et donc, vous avez toute une série de templates pour la partie méta notamment, qui vous permet d'avoir des insights sur toute la partie des créas,
en disant voilà, la campagne est lancée. Eh ben, qu'est-ce que la machine va pouvoir interpréter au niveau des différentes publicités? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Il est capable de faire des reportings mensuels, et donc vous avez des templates de reporting mensuels. Il est capable de faire beaucoup de choses, soit standardisées, et quand je dis standardisé, avec des templates qui sont déjà nativement disponibles dans la plateforme, soit, et ça c'est la fonctionnalité qui je trouve fait l'immense distinction entre Markifact et par exemple Make.com, qui est une autre plateforme que j'utilise, mais peut-être un petit peu moins, et ça je te laisserai le mot là-dessus. Mais sur Markifact, vous avez un chatbot qui est disponible dans la plateforme et qui vous permet, moyennant, je pensais, un crédit, le chat avec la C'est ça, ouais. plateforme, qui vous permet, vous, d'exprimer votre besoin. La plateforme va comprendre, va digérer votre besoin et en temps réel va construire un flow qui va correspondre à une utilisation que vous pourriez en avoir qui n'existait pas pour le moment. Donc plutôt que de prendre un template qui existe, d'essayer de le faire rentrer un petit peu dans tous les sens pour qu'il corresponde aux data qui vous intéressent ou quoi que ce soit, vous pouvez sur mesure créer à l'envie des workflows. Donc je n'ai pas la traduction francophone, mais tout le monde aura compris ce que veut dire le workflow. Mais de dire, voilà, par rapport à un besoin particulier, je vais créer ce reporting spécifique qui est là pour effectivement m'alerter en cas d'augmentation d'un coût par lead, en cas de choses inhabituelles qui se passent au niveau de la campagne. Vous pouvez recevoir des alertes par email, vous pouvez plein de choses. Et donc, sur les différents outils qui existent, honnêtement, c'est le dernier en date que j'utilise et qui, honnêtement, me donne pour le moment pleine satisfaction sur ce qu'on peut en faire. Mais je suis parti dans la partie premium parce que la partie gratuite était trop limitative. Donc, c'est quand même 49 € par mois ou 50 € par mois. Ça vous permet de faire pas mal de choses, mais au plus gros le reporting, au plus grosse la consommation de crédit. Et donc, quand vous regardez dans les workflows de base qui existent, je pense qu'un reporting mensuel Facebook va coûter entre 40 et 50 crédits. Donc, c'est quand même, voilà, si vous voulez faire un test, je vous conseille de faire un test à échelle réduite plutôt que de vouloir prendre le full package. Prenez quelque chose qui est vraiment très, très spécifique par rapport à vos besoins, histoire de pouvoir tester un petit peu la solution et d'aller plus loin par la suite. Et le plus loin par la suite, effectivement, nécessitera de passer un abonnement premium. Mais honnêtement, c'est un outil qui est super bien fait. Et pour des marketeers qui ne sont pas forcément techniques, parce qu'on a d'autres outils comme des N-Item qui sont hyper techniques sur des workflows qu'on va pouvoir mettre en place. Ici, vous pouvez exprimer un besoin marketing standard, voire même évoluer, et vous aurez une réponse qui est hautement qualitative au niveau de l'output, au niveau des résultats qui est généré. Donc ça, c'est au quotidien, je dirais, la plateforme d'automatisation que j'utilise le plus souvent. Ouais, tout à fait. Et comme tu disais, hein, ça se rejoint, c'est une plateforme que j'utilise moi-même beaucoup. Et comme tu le disais, l'avantage de cette plateforme-là spécifiquement est qu'elle est faite par des marketeurs pour les marketeurs. Donc, c'est pas une automatisation, une plateforme qui va vous servir à, je sais pas, à générer des vidéos d'un Yeti pour mettre sur les réseaux. C'est pas le but premier de celle-là. Ça, on va pouvoir le faire avec des N8N, des Make, comme on voit sur LinkedIn ou des Zapier, où ça va pas être de connecter votre CRM avec votre outil de compta, pas du tout. C'est vraiment focus sur donc Google Analytics, Facebook pour les marketeurs avec les API qui sont super bien faits. Donc, c'est effectivement un que j'utilise beaucoup aussi. Comment est-ce que moi je fonctionne au-delà de l'outil? C'est de me dire quelles sont les tâches que je fais pour un setup Google, par exemple. On va prendre ça de manière très simple. Quelles sont les tâches que je fais qui sont chronophages et que je pourrais automatiser aujourd'hui avec une IA? Ben, je vais t'en citer deux ou trois pour te donner un exemple. Une des étapes primordiales quand tu lances une campagne Google Search, c'est de faire une recherche de mots-clés, une classification de mots-clés, pour savoir les thématiques sur lesquelles tu vas t'afficher. Alors, on n'a pas eu besoin de l'IA pour faire une recherche de mots-clés. Il y a l'outil dans Google qui s'appelle Google Keyword Planner, qui te permet de faire une recherche de tous les mots-clés avec le volume qui existe et de pouvoir décider. Comment ça se passait avant? On allait sur le Google Keyword Planner, on faisait une recherche de mots-clés, on avait une liste de 5000 mots-clés avec le volume par pays et par langue. Ce qu'on va pouvoir faire avec l'IA aujourd'hui, ça va être de classifier, par exemple, ces mots-clés par ad group, donc par petite thématique. Avant, c'était un boulot qui était manuel. Et je me souviens, dans le passé, chez nous, on avait ces listes de mots-clés qui arrivaient, de plusieurs milliers de mots-clés, et on devait aller à la main, au travers de ces listes, regarder les thématiques, les classer dans un Excel, et donc on en passait une matinée dans un Excel pour classer ces thématiques. Ce qu'on va pouvoir faire aujourd'hui, c'est on va pouvoir passer ça dans une IA, peu importe laquelle, en lui demandant, ben voilà, une liste de 2000 mots-clés, analyse ces 2000 mots-clés et classe-les moi par thématique pour créer mes ad groups ou mes campagnes. Et ben ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire avec l'IA. Mais ce que je mentionne là, je mentionne plusieurs outils. Je mentionne le Keyword Planner sur lequel tu vas pouvoir aller exporter les keywords.
et une IA qui va pouvoir te les filtrer, te les trier et ensuite pousser ça dans un fichier, Excel ou Google Sheet que toi-même tu pourras pousser dans Google derrière pour setuper ta campagne. Et ben, c'est là qu'un outil comme Markifact intervient et est extrêmement bon, c'est qu'il va te permettre d'aller très facilement chercher l'info chez Google, la passer à ChatGPT ou Anthropic ou Claude ou Grok ou peu importe le modèle que tu utilises, faire l'analyse et te pousser ça bien formaté dans un Excel. Et c'est là où est tout l'intérêt d'un outil comme Markifact ou comme N8N ou comme Make, bien que je préfère aussi Markifact, c'est de pouvoir faire ça. Et donc, par exemple, ce que je te mentionnais là, une recherche de mots-clés avec une classification par groupe, avant, ça m'aurait pris 4 heures pour le faire en 3 langues sur une grosse recherche de mots-clés. Bah, maintenant, le workflow que tu mentionnais va pouvoir te le faire littéralement en 3 minutes. Et puis toi, derrière, tu vas repasser 10 minutes pour voir si les thématiques sont bonnes. Si tu te rends compte qu'elles sont pas bonnes, eh bien, tu vas changer un petit peu le prompt pour dire, bah voilà, au final, ne me fais pas 6 campagnes, mais tu peux aller jusque 10. Ou bien, ne le fais pas en telle langue ou fais en telle langue. Ou attention, dans ce contexte-là, je ne fais pas ce produit, ce produit et ce produit-là, donc ne les mets pas dans la recherche. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on va vraiment gagner beaucoup de temps. Ça va être sur cette classification et ce boulot manuel. Et le deuxième, il y en a plein, on a plein de workflows internes maintenant sur lesquels on va utiliser ça. Ça va être pour générer les copies. À partir du moment où tu as plusieurs ad groupes ou plusieurs campagnes sur plusieurs thématiques, bah, tu vas pouvoir rédiger tes annonces que les humains verront quand ils chercheront ça sur Google. Et donc, ce qu'on va faire, ben, on va pouvoir justement ce fichier Excel qu'on a créé avec toutes nos thématiques, on va pouvoir le pousser dans une IA et lui dire, OK, voilà, ça c'est nos différentes thématiques. Pour chaque thématique, tu vas m'écrire plusieurs annonces en utilisant tel framework de copywriting. Ça, c'est quelque chose que nous, on aime vraiment bien faire, parce que bah, écrire des annonces, ça prend du temps. Surtout les annonces Google, tu as 15 headlines, tu as 3 ou 4 descriptions, et tu peux avoir plein de variantes. Donc, ce qu'on va faire ici, on va dire à l'IA, écoute, voilà, ça, c'est les thématiques. Ça, c'est tous les mots-clés qu'il y aura dedans. Tu vas pour chaque thématique rédiger 6 annonces différentes en utilisant 6 frameworks de copywriting. Un avec les avantages, un avec les bénéfices, un qui parle du produit, un qui parle plus call to action. Il y a plein de frameworks. Eh bien, l'IA va pouvoir te générer comme ça 6 copies différentes pour tous tes différents ad groupes. Comme ça, le but derrière, c'est pas d'envoyer ce fichier directement et de setuper ta campagne, c'est que l'humain derrière va avoir ces différentes thématiques, 6 ads possibles, et va pouvoir sélectionner avec sa connaissance du boulot, sa connaissance du client, dire voilà, ces 3 headlines de cette variante-là, j'aime bien, ces 3 headlines-là de l'autre variante, ils sont bien pour mon produit, ceux-là sont pas bons, je vais pas le prendre, et recréer l'ads parfaite. Mais tout le boulot de recherche, tout le boulot de rédaction et tout le boulot de legwork, comme on dit en anglais, aura été fait par l'IA. Et encore une fois, à ce moment-là, bah, intervient Markifact ou d'autres outils de workflow, d'automation qui vont permettre de mettre bout à bout ta recherche de mots-clés de thématiques, les envoyer dans l'IA pour analyse, pour te sortir dans un autre Excel tes ad copies. Et donc, bah, grosso modo, tu vas pouvoir faire, je vais dire en 1 heure, un boulot qui t'aurait pris presque une journée auparavant. Et donc ici, l'idée n'est pas de dire l'IA remplace, parce qu'au final, tu vois bien que le boulot le plus important, c'est celui de l'humain qui va vérifier les thématiques et qui va s'assurer qu'elles sont bonnes et qu'elles font sens par rapport au business, et qui va vérifier les copies et qui va créer la meilleure ads avec toutes les petites briques qu'il aura reçues de l'IA. Et donc, on dit souvent, voilà, est-ce que l'IA va remplacer les marketeurs? Pas du tout. Par contre, elle va leur éviter de passer 7 heures dans Excel et elle va leur permettre d'utiliser leurs neurones pour créer la meilleure ads possible, pour s'afficher sur les meilleures thématiques possibles et pour faire le meilleur setup de campagne. Et donc, moi, je trouve ça hyper intéressant aujourd'hui, la puissance de ces outils. Et donc, c'est ça qu'on essaie de créer, toi aussi, des workflows pour optimiser le temps sur les choses qui sont pas moins intéressantes, mais qui peuvent être automatisées avec des IA, qui vont analyser plus vite que nous et rédiger plus vite que nous, et garder le pouvoir de décision et l'expérience et le knowledge chez nous, chez les humains. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aujourd'hui. Et je pense que nos deux boulots, finalement, ont convergé un petit peu vers ça. C'est de se dire, on a une grosse connaissance du business, du marché, bah, mettons ça à profit et passer des heures dans Excel n'est pas là où on a le plus de valeur. Donc, si on peut le faire faire par une IA, faisons-le. Ouais, mais je pense qu'on a pas mal de sujets pour la suite des podiums, parce que toi, disant ça, tu ouvres effectivement une porte très très large sur la rémunération, sur la facturation effectivement du temps passé. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être discutées, qui effectivement rebalancent bah, le côté qu'est-ce qui peut être automatisé, qu'est-ce qui sont des tâches qui sont standardisées, quel est le rôle effectivement ou le repositionnement d'un marketeer par rapport à ces différents sujets. Donc là, tu viens de nous citer des sujets, je pense, jusqu'à la fin de l'année. Il y a pas mal de choses à discuter par rapport à ça, mais effectivement, les outils sont là. Ça serait dommage, en tout cas, de ne pas les tester.
Et ce que tu disais avant est effectivement intéressant, c'est toujours plutôt que de prendre l'outil pour un outil qui effectivement va solutionner beaucoup de problèmes potentiellement, c'est toujours intéressant de d'abord lui attribuer une tâche particulière et de se rendre compte par rapport au quotidien qui est le vôtre dans la réalité de votre entreprise, quelles sont le ou les tâches qui sont vraiment répétitives, qui consomment beaucoup de temps avec une valeur ajoutée faible. Et donc, on a toujours tendance à mettre, en tout cas, les produits d'automatisation vers les parties où la valeur ajoutée est très, très faible. Et effectivement, l'autre pendant de ce point-là, c'est de garder et de valoriser l'expérience, effectivement, toute la connaissance que peuvent avoir des personnes qui connaissent la marque, qui travaillent dessus depuis un certain temps, ou qui, en tout cas, qui connaissent certaines choses que la machine, jusqu'à date, ne connaît pas, pour effectivement augmenter le résultat final et de se dire, le résultat qui a été généré par un outil quel qu'il soit, de toute façon, il n'est pas bon à prendre tel quel, il faut quand même le réviser, il faut quand même l'analyser, il faut quand même évaluer si le résultat est qualitatif. Et peut-être qu'à date, on arrivera à des choses qui sont totalement automatisées et qui sont crédibles. Mais ici, ne vous perdez pas dans l'outil par rapport à ce qu'il peut faire. Il peut faire effectivement beaucoup de choses si il est bien entraîné, mais ça n'empêche pas effectivement d'aller vérifier ce qui a été généré, même si vous aura fait gagner énormément de temps, mais mettez ce temps à profit pour effectivement passer un petit peu de cerveau par-dessus tout ça, pour éviter d'avoir, comme récemment, une campagne de pub qui a été faite pour un service public en Wallonie, dont le visuel était vraiment IA à 1000%. Et on était plus dans la caricature de l'IA que dans une utilisation qui est intéressante et intelligente, en tout cas des outils. Ouais, comme tu dis, ça ouvrira 1000 sujets. Mais pour finir, et je veux simplement double down sur ce que tu as mentionné, c'est ces workflows et cette IA ne vont pas tout résoudre d'un coup. Et il faut faire parfois un peu attention aux promesses qu'on peut voir. Et on parlait de cette FOMO en début d'épisode, de se dire voilà, qu'est-ce qui va se passer, cette IA, il y a des nouveaux outils qui sortent tout le temps. Et ces promesses qu'on nous fait tout le temps de on va avoir un agent avec lequel on va pouvoir chatter, un agent IA, et il va nous faire toutes nos campagnes, il va nous faire tous nos visuels, et il va nous exposer la performance, ce sera génial, et on aura juste à chatter avec lui. On n'en est pas encore là. Et il y a énormément de boulot derrière. Et donc, il faut le prendre step by step. Et la step aujourd'hui, et la suivante, c'est de se dire, on prend des tâches qui prennent du temps aux humains. Est-ce qu'on peut l'automatiser dans un cadre bien précis avec un outil et gagner du temps sur cette tâche-là? Et si on crée 50 ou 60 outils qu'on connectera dans le futur à un agent, pourquoi pas? Mais aujourd'hui, tous ceux qui essayent de créer des agents qui vont tout faire, de toi à moi, on n'en voit pas encore beaucoup sortir. Et ceux qui sortent sont souvent très génériques avec des outputs qui sont pas utilisable vraiment dans un cadre entreprise. Mais par contre, avoir des petits workflows qui automatisent des petites tâches, c'est là qu'est le gros gain aujourd'hui. Et comme tu mentionnais, si une tâche qui prenait 1 heure prend 30 minutes aujourd'hui, c'est un gain. C'est un gain de temps qu'on peut réinvestir dans de la stratégie, dans de la créa, dans autre chose, pour laquelle l'IA n'est pas bon. Et donc, je pense qu'il ne faut pas être réfractaire à l'IA du tout. Et c'est parfois un peu le langage qu'on entend. C'est de dire, ouais, l'IA, est-ce que l'IA sort, le résultat est mauvais, donc c'est pas un niveau, j'utilise pas ça. Ou tu as l'inverse qui dit, l'IA c'est la révolution, il faut tout faire IA, il faut avoir des agents pour tout. Il faut toujours prendre un peu, être un peu centré là-dessus, mais le tester. Et ça, c'est très important. Et je sais pas si c'est ce que tu ressens un peu aussi, c'est ce que je ressens un peu parfois, c'est qu'il y a un petit frein à l'adoption, un petit frein au test, parce qu'on a un peu peur de ces outils, pour X ou Y raison, et que c'est pas toujours évident de se remettre en question et d'aller les utiliser d'une autre manière que demander à ChatGPT de te sortir une recette ou un itinéraire pour tes vacances. Donc on aura plein de sujets à aborder par rapport à ça, et on essaiera cette année d'inviter encore pas mal de guests sur le podcast qui pourront venir nous donner des angles différents. Mais voilà, on est vraiment dans cette phase-là, et donc sachez-le, hein, le podium va évoluer, vous entendrez beaucoup parler d'IA, mais on n'est pas non plus un podcast d'IA où on va que faire la promotion de l'IA ou casser l'IA. L'IA est intégrée aujourd'hui dans notre boulot parce qu'on est dans le marketing, elle le sera encore dans le futur, mais on essaie d'avoir une, euh, une vision neutre sur tout cet écosystème. Encore un mot à rajouter, Jérôme, de ton côté, pour finir ce petit épisode de rentrée qui a mis 9 Oui, mois, oui, 9 mois à sortir, notre petit bébé. ouais, c'est ça, on y est arrivé. Mais je dirais oui, non, par rapport aux outils, tu vois, le côté réfractaire ou autre, effectivement, c'est toujours voir quelle est la finalité de l'outil, sachant qu'il y a effectivement des nouveautés qui sortent tout le temps. Voilà, c'est un peu comme les réseaux sociaux à l'époque, ou comme sur la partie Google. C'est très compliqué d'être à jour pour tout.
Après, évitez de tester tout dans tous les sens, de vouloir être au courant de tout, c'est impossible. Mais faites-le avec un objectif, de dire voilà, qu'est-ce que j'attends de l'IA, en quoi l'IA pourrait m'aider. Faites des tests à petite échelle plutôt que de vouloir. C'est ce qu'on voit souvent sur LinkedIn, hein, ce qui me rend toujours un petit peu dingue. Voilà, si vous commentez, vous aurez accès à mon workflow que j'ai mis sur N10, qui est un espèce de truc de dingue. Tu parlais de la vidéo du Yeti, mais voilà, c'est tous ces espèces de workflow qu'on vous tend à partir du moment où vous donnez un mot-clé en commentaire. Faites-le à votre échelle. Ça sert à rien de vouloir révolutionner l'entièreté de la chaîne dans un premier temps. Concentrez-vous sur des choses qui sont vraiment standards par rapport auxquelles vous pourriez avoir une valeur ajoutée au niveau de la plateforme qui va vous aider, plutôt que de vouloir tout révolutionner, et vous verrez comment se passent les choses par la suite. On est vraiment au balbutiement de tout ce qui est agent, de tout ce qui est automatisation. Donc étape par étape, voyez le temps que ça vous fait gagner, et puis vous verrez par la suite effectivement dans quelle mesure il faut étendre les tests, automatiser d'autres choses. Mais voilà, soyez modeste en tout cas dans l'approche, mais n'hésitez pas à tester. Ne pas tester, c'est, je pense, passer à côté de quelque chose. Mais quand vous testez, ayez toujours en tête un résultat final et abouti auquel vous souhaitez arriver. Sans ça, vous allez tester pour tester, et vous testerez une fois Nano Banana, une fois vous aurez testé autre chose en disant c'est chouette, mais à la fin de la journée, il ne vous restera pas grand-chose parce que vous aurez juste fait quelque chose de chouette avec l'IA. Mais juste se dire qu'on fait des choses chouettes avec l'IA, je pense que c'est un petit peu un biais dans lequel on ne doit pas tomber. Le but, c'est d'avoir effectivement, dans ce cas-ci, dans le cas qui nous intéresse, des gains en productivité avec vraiment une valeur, un layer de fond qui vous permet de faire d'autres choses ou les mêmes choses mieux et plus rapidement. Donc, gardez toujours en tête pourquoi vous utilisez les outils. Est-ce qu'on est dans le côté waouh, un petit peu le côté IA, c'est génial, c'est chouette, ou est-ce qu'effectivement on est dans du concret? Et donc maintenant, le but, c'est un petit peu de faire transitionner de ce côté waouh, j'entends des choses, j'ai vu des choses, on m'a dit que, à voilà, j'ai compris un petit peu les différentes familles d'outils qui existaient. Je vais tester celui-là, et sur base des résultats, effectivement, j'irai un petit peu plus loin dans mon approche. Donc, ne vous laissez pas avoir entre guillemets, par tout ce que vous pourriez voir, lire, entendre sur LinkedIn. Il y a beaucoup de choses qui ont l'air très très chouettes, mais qui sont inapplicables à votre réalité. Et donc le principe, c'est effectivement de baser sur vos besoins pour définir quelque chose, plutôt que de se baser sur un workflow que vous avez vu qui est génial, qui vous permet d'atteindre des API qui ne sont pas atteignables autrement. Une fois que vous aurez téléchargé ce workflow, bah, vous verrez que vous allez vous casser la tête contre le mur parce que c'est inapplicable. Donc faites-le à votre échelle, testez, ratez, réessayez, itérez. Et je suppose, et j'espère pour vous, que vous aurez des résultats intéressants. Pour donner le mot de la fin par rapport à ça, je retiendrai le mot que tu as cité plusieurs fois, le mot chouette. Et je pense que c'est un bon mot. Faire des choses chouettes avec l'IA. Après, il faut transformer ça en valeur et en ROI pour l'entreprise. Et là, on voit souvent que c'est pas évident. Donc les choses chouettes, c'est bien, mais les choses efficaces, c'est finalement mieux. Merci à tous, merci pour votre écoute. On se retrouve très rapidement, Jérôme. Ciao. Salut.